La troisième partie du Père Goriot, elle s'appelle Trompe-la-Mort. Et elle s'appelle ainsi parce qu'en fait, ça désigne Vautrin. Trompe-la-Mort, c'est le surnom de Jacques Collin, qui est donc ce bagnard, cet escroc, et qui prend le nom de Vautrin comme pseudonyme en fait pour dissimuler son identité à la pension Vauquer. Et donc, cette partie porte carrément son nom parce qu'en fait, ça va lui être en bonne partie consacré puisque ça va raconter les événements qui vont mener jusqu'à son arrestation. Car en fait, pendant ce temps-là, pendant que ce petit monde vit sa petite vie, pendant que Vautrin fait sa proposition à Rastignac, eh bien, Vautrin ne le sait pas, mais il est suivi par la police de Paris, qui a eu des informations comme quoi il se planquait quelque part en ville, et en particulier dans la pension Vauquer. Et donc, la police en fait a établi le contact avec des mouchards. Voilà, il y a des traîtres parmi la pension Vauquer, des gens qui ont été, qui sont en contact avec la police et qui vont aider à le dénoncer. Alors à ce moment-là, Rastignac, Vautrin, tout ça, ils n'en savent absolument rien. Et du coup, en fait, Rastignac, qui a été complètement largué par Delphine, hein, qui est à court de solutions pour réussir dans Paris, eh bien en fait, accepte la proposition de Vautrin. Voilà, il estime qu'il n'a plus le choix, surtout que la tentation est trop grande. Victorine vraiment lui tend les bras, Victorine Taillefer craque pour lui, donc ils se rapprochent beaucoup tous les deux. Ça commence un peu à parler mariage, Vautrin en rajoute bien, etc. Voilà, qu'il y a un rapprochement très important entre les deux personnages. Et voilà, c'est sur le point de se faire cette histoire de coup monté, de faux duel pour pouvoir tuer l'héritier, donc pouvoir toucher l'héritage, la dot de Victorine. Mais en parallèle de ça, quelqu'un d'autre aussi veut du bien à Rastignac et a des projets pour lui, mais des projets beaucoup plus honnêtes. Et c'est Goriot qui décidément continue de se saigner pour sa fille et donc pour son fils d'adoption en fait, hein, pour l'amoureux de sa fille, hein, qu'il adore aussi, qui est Rastignac. Et donc il annonce à Rastignac qu'en fait, il a vendu à nouveau des choses pour pouvoir en fait offrir à Delphine et Rastignac un appartement. Voilà, il leur offre un appart. Car on dit voilà, écoutez, je vous ai trouvé un endroit charmant, vous allez vous plaire là tous les deux, vous allez voir, vous allez fonder un nouveau foyer, vous allez vivre heureux, vous allez être bien. Et la condition entre guillemets tacite qu'impose Goriot, mais il ne l'impose pas parce qu'il n'est pas méchant, c'est pas genre c'est une condition, autrement il n'y aura rien. Mais c'est que Goriot s'inclut dans le plan en fait. Goriot dit c'est super parce que vous allez vivre ensemble et en plus moi je serai là. Je vivrai avec vous, on sera tous les trois, je ne vivrai plus à la pension. Ma fille, ça y est, me regarde à nouveau, elle a plus honte de moi. Vous inquiétez pas, je vous ai réconciliés tous les deux. Je sais que vous êtes un peu fâchés, mais j'ai tout arrangé. Avec Delphine, je lui ai dit que j'allais vous prendre un appart. Et forcément, Delphine de Nucingen, dès qu'il y a des sous, dès qu'il y a une histoire de bien immobilier, ça l'intéresse à nouveau. Donc du coup, il rabiboche un peu les deux, quoi. Delphine et Rastignac se réconcilient grâce à Goriot, qui veut à tout prix qu'ils s'entendent bien, voilà, parce qu'il est content qu'ils soient ensemble. Et qui en fait les embarque dans cette histoire d'appartement. Et du coup, l'emménagement est prévu, hein, ils doivent emménager ensemble avec le père Goriot pour vivre tous les trois, hein, le papa avec le petit couple, pour vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants. Du coup, forcément, Rastignac, qui est déjà très tourmenté par cette histoire avec Vautrin, quand même, ça le travaille, il culpabilise beaucoup, il se demande, il sait que ce qu'il fait n'est pas bien du tout, en fait, fait complètement machine arrière, change complètement d'avis, dit attendez, et il veut dire à Vautrin qu'il annule tout. Non, c'est bon, on arrête tout, là c'est bon, j'ai trouvé une autre solution, je vais emménager avec Delphine, la fille du père Goriot, on ménage ensemble, tout va très bien, on arrête, je ne veux plus, vous arrêtez ça tout de suite. Mais évidemment, Vautrin est bien trop déterminé, se montre menaçant, voire inquiétant, et lui dit non mais même pas en rêve mec, maintenant ça y est, on a fait affaire toi et moi, et maintenant on est dans la même merde, et ce duel il aura lieu, et maintenant on est en affaire, et c'est comme ça que ça va se passer. Et effectivement, Rastignac ne peut pas éviter l'inévitable, et donc Vautrin organise bien le faux duel, et donc le frère de Victorine Taillefer est bien tué, ce qui en fait provoque du coup exactement le plan qui était prévu. Alors certes, il est trop tard, le duel a eu lieu, le frère de Victorine Taillefer est mort, ce qui enclenche le processus qui va mener au fait qu'elle est en fait réacceptée par son père, au fait qu'elle va toucher l'argent, qu'elle va redevenir un grand parti de Paris, qu'elle va toucher la dot, etc. Mais en revanche, une chose que n'avait pas prévu Vautrin, c'est son arrestation. Ça y est, les mouchards ont parlé, Vautrin a bien été identifié, la police débarque à la pension Vauquer et arrête Vautrin dans une scène assez spectaculaire, enfin entre guillemets, hein, je veux dire, il est drogué carrément par deux pensionnaires que sont Poiré et Michneau, qui sont en contact avec la police, comme ça il est endormi, immobilisé, la police peut arriver, peut l'arrêter, il est identifié et donc il s'en va. Dès cet instant, c'est un petit peu la catastrophe pour Madame Vauquer parce que du coup tous les pensionnaires vont se barrer un à un. C'est-à-dire que Vautrin a été arrêté, donc ça fait déjà un pensionnaire en moins, en plus c'est un pensionnaire qu'elle aimait. En plus de ça, du coup, il y a eu un véritable esclandre en fait suite à l'arrestation de Vautrin parce que les étudiants qui sont présents n'ont pas du tout supporté qu'il y ait des mouchards à la pension. Pour eux, ça ne se fait pas de rapporter, ça ne se fait pas de balancer. Même si on avait un criminel dans la maison, il avait fait de mal à personne sur le coup. Du coup, les étudiants exigent immédiatement le départ des deux mouchards sous menace, en fait, eux, de quitter définitivement la pension.
Et entre une dizaine d'étudiants qui viennent manger tous les midis, tous les soirs, qui rapportent beaucoup d'argent, et deux pauvres pensionnaires, eh bien Madame Wauquiez a vite fait son choix et du coup demande aux pensionnaires pour sauver sa pension de se tirer. Les deux pensionnaires s'en vont, ça fait déjà 3 pensionnaires qui sont partis. Mais en plus de ça, Victorine part aussi, parce que Victorine forcément est rappelée par son père, vu que maintenant le frère est mort, son père s'intéresse à nouveau à sa fille, donc Victorine part avec sa gouvernante. Allez hop, ça fait déjà maintenant près de 5 pensionnaires qui sont partis. Et en plus de ça, eh bien, Goriot annonce à Madame Wauquiez, bah écoutez, moi j'ai trouvé un appartement pour Rastignac et moi avec ma fille, on va emménager tous les 3 ensemble, donc on quitte la pension. Donc en fait, Madame Wauquiez à ce moment-là a perdu quasiment tous ses pensionnaires. Et en fait, c'est là-dessus que se finit cette seconde partie, en fait, c'est sur la pension Wauquiez qui s'est un peu vidée de tout le monde suite aux récents événements. Et ça se finit plutôt bien, a priori, puisque Goriot et Rastignac sont en route vers leur nouvelle vie, dans ce nouvel appartement fraîchement trouvé par Goriot pour emménager, voilà, le petit couple emménage avec le papa. On frôle donc la fin de Contes de Fées, mais c'est sans compter sur la 4e et dernière partie. La 4e et dernière partie du roman, elle a un titre explicitement tragique, c'est La mort du père, qui désigne évidemment le père Goriot. Donc c'est un titre spoiler, comme je le disais. À l'époque où ça se fait encore, ça ne pose aucun problème. À l'époque, les gens ne sont pas du tout dans ce délire-là, spoiler et tout ça. C'est pas ça la question pour eux. La question, c'est comment on arrive à cette situation-là. Et justement, comment on y parvient, parce qu'a priori, tout allait très bien. Goriot et Rastignac allaient emménager en appart avec Delphine, le petit couple avec le papa. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il se passe que, alors que cet emménagement est sur le point de se faire, eh bien, l'autre sœur, qu'on voit beaucoup moins, qui est Anastasie, Anastasie de Restaud, la sœur de Delphine, débarque à la pension et vient faire en fait une espèce de scène à son père. Comme quoi en fait elle aussi elle est ruinée, mon mari a fait des dettes, c'est terrible, je n'ai plus d'argent, qu'est-ce que je vais devenir papa, papa s'il te plaît, sauve-moi, je t'en supplie, mais ma chérie je n'ai plus d'argent, j'ai tout donné pour vous, qu'est-ce que je vais faire, oh mon Dieu nous sommes perdus, enfin vous voyez c'est la grande scène mélodramatique. Et puis surtout forcément les deux sœurs se croisent, ce qui n'arrive jamais parce qu'évidemment elles ne se supportent pas comme deux petites pestes qu'elles sont hyper jalouses l'une de l'autre, et donc en voyant Delphine déjà là, et en apprenant cette histoire d'appartement et d'emménagement, bien tout de suite forcément c'est la crise de jalousie. De toute façon tu n'en as toujours eu que pour ma sœur, de toute façon c'est elle la chouchou, c'est qui ce mec là d'abord, Rastignac, mais vous êtes qui monsieur, pour qui vous prenez-vous pour profiter de mon père ainsi. Enfin, c'est vraiment la grande scène familiale, la grande catastrophe. Les sœurs se crêpent le chignon, ça ne pense qu'à l'argent, ça ne pense qu'à plumer le pauvre papa qui lui forcément se fait vieux, est un petit peu fatigué, voudrait que tout ce petit monde là s'entende, voudrait que ses deux filles vivent heureuses et que tout le monde vive dans le bonheur, etc. Et du coup, le père Goriot fait un malaise. Un malaise qui va s'avérer vraiment sérieux puisque Horace Bianchon, l'étudiant en médecine, l'ami de Rastignac, ausculte le père Goriot et lui dit texto, il est flambé. J'adore l'expression, voilà, il est flambé parce qu'il a pris un gros coup au moral, c'est ce qu'il lui dit, il a dû prendre un coup au moral là, le vieux, et... Ah, merci d'être venu. Alors? Il est flambé. Il a dû recevoir un coup au moral. Un coup terrible, je ne sais pas lequel. Et c'est un choc pour Rastignac qui forcément voit aussi ses projets de vie s'effondrer parce que du coup le père Goriot mourant, ça remet tout en question. Mais c'est surtout en fait lui il est très peiné par la disparition probable de ce père d'adoption en fait. Pour lui c'est comme un père adoptif et ça lui fait beaucoup de peine. Et ce qui lui fait de la peine aussi c'est de voir des filles aussi indifférentes au sort de leur père parce qu'en fait les filles elles n'ont rien à foutre que leur père meurt. Chacune est repartie à ses occupations. À ce moment-là en fait le bal de Madame de Beauséant, le bal d'adieu en quelque sorte au monde parce qu'elle va s'en aller, se prépare. Et en fait, Delphine ne pense qu'à ça. Delphine ne pense qu'à la robe qu'elle va porter. Mon Dieu, tu te rends compte, grâce à toi, je vais pouvoir aller au bal de Madame de Beauséant. Mon chéri, j'ai trop de chance. Merci de me la représenter. Delphine, donc elle ne pense qu'au bal. Anastasie, elle ne pense qu'à rembourser les dettes de son amant. Donc, on est vraiment chez les deux petites ingrates insupportables et pestes qui ne pensent qu'à leur situation personnelle, qui sont très égoïstes et qui n'ont rien à foutre de leur père. Leur père qui meurt, c'est pas intéressant. Il rapporte plus d'argent, il est lourd. Voilà, donc... Rastignac est écœuré par le comportement de ces jeunes femmes. Et c'est très important le fait qu'il soit écœuré parce que Rastignac va lui-même devenir un requin plus tard. On l'a déjà aperçu en fait dans d'autres romans, on continuera de l'apercevoir dans d'autres romans de la comédie humaine. Rastignac n'est pas quelqu'un de bien par la suite. Rastignac est quelqu'un qui se débauche, quelqu'un qui devient un véritable enfoiré. Donc le fait de le voir encore si attendri, de le voir si généreux, si gentil, c'est des moments précieux en fait, ça fait tout drôle. Parce qu'on sait ce qu'il va devenir, on sait que lui aussi va être corrompu à son tour par la vie parisienne. Mais pour l'instant, c'est encore quelqu'un de bien. Et en fait, on voit ces derniers instants de quelqu'un de bien, ces derniers instants de jeune homme innocent.
Du coup, en l'absence des deux filles, eh bien, c'est Horace Bianchon et Eugène de Rastignac qui sont au chevet du père Goriot et en fait qui s'occupent de lui, qui prennent soin de lui, qui voilà, lui épongent un peu le front parce qu'il a de la fièvre, qui parlent avec lui, qui lui tiennent la main. C'est très touchant, c'est vraiment très touchant la mort du père Goriot. Ça fait vraiment de la peine parce qu'on voit ce vieux monsieur qui était plein de bonté, plein de générosité, tout gentil, mais trop gentil. En fait mourir dans la solitude avec à son chevet deux jeunes hommes qui sont même pas de sa famille mais qui sont deux jeunes hommes qui ont encore du cœur. Le père Goriot insiste fortement pour que Rastignac aille à la soirée de bal avec Delphine, surtout qu'elle soit pas toute seule, qu'il l'accompagne, qu'il vous inquiétez pas pour moi, machin, allez-y, je vous en supplie. Et Rastignac se résout, mais vraiment, il envoie plusieurs lettres en fait aux deux filles pour les supplier de venir voir leur père, qu'il est temps, que c'est très urgent parce que il pourrait partir avant qu'elles arrivent et du coup voilà qu'il est urgent qu'elles se rendent à son chevet, évidemment rien à foutre. Il vient essayer de raisonner Delphine, pareil, a dit écoute on verra ça après le bal, hein. Moi j'ai mon bal d'abord, après le bal bien sûr on ira voir mon père, mais là pour l'instant il y a le bal de Madame de Beauséant, en te rends compte c'est une occasion unique, moi j'ai toujours rêvé de ce bal là, tu peux pas comprendre, c'est une occasion vraiment exceptionnelle, je dois aller à ce bal. Et du coup Rastignac il l'a là quand même, hein, mais bon il refoule et donc il fait bonne figure, il va au bal. Il voit une dernière fois sa cousine, Madame de Beauséant, avec qui il a un entretien particulier très touchant, très bouleversant. Et puis finalement, Madame de Beauséant finit par partir, voilà, quitte discrètement en fait le monde sur un dernier coup d'éclat, sur ce dernier bal. Rastignac ne traîne vraiment pas la soirée. Une fois qu'il a fait ses adieux à Madame de Beauséant, très bouleversé par cette scène là aussi, eh bien, il se précipite au chevet du père Goriot. Évidemment, Delphine ne l'accompagne pas, rien à foutre. Elle préfère continuer à faire la fête au bal et se montrer, faire la belle, dans un ultime délire, une ultime fièvre, où il a un élan de lucidité en fait, c'est ça qui est très bouleversant, c'est que le père Goriot, aux derniers instants avant de mourir, en fait, a un éclair de lucidité. Bizarrement, c'est l'inverse de ce qui se passe d'habitude. D'habitude, on délire avant de mourir. Lui, il est comme réveillé par la lucidité, tout d'un coup, réalise que ses filles ne viendront pas, que ça ne sert à rien de les attendre. De toute façon, ce sont des petites profiteuses, des petites ingrates, des sales petites pestes pour y gâter, qu'il les a mal élevées, qu'il a cru bien faire, mais qu'en fait, il en a fait deux monstres. Et du coup que voilà, elles viendront que s'il a de l'argent, que là si à l'instant il disait qu'il avait de l'argent, elles viendraient lui lécher les mains, mais que bon bah là évidemment elles n'en ont rien à foutre de lui. Et donc il meurt dans l'indifférence générale. Et donc là on a vraiment la cruauté qui atteint son sommet dans ce roman, vraiment à quel point ce monde est impitoyable, à quel point les filles sont des vraies petites connasses quoi. Et du coup c'est Eugène de Rastignac et Horace Bianchon qui même se retrouvent responsable de ses funérailles, de ses obsèques, parce que même là, les filles ne veulent rien faire. Il leur a écrit, il dit, écoutez, votre père est mort, voilà, ce serait bien de nous aider à financer les obsèques, vous avez de l'argent, vous, s'il vous plaît, aidez-nous, parce que nous, on est étudiants, on n'a pas d'argent, et puis c'est pas notre papa, quoi. Et évidemment, sans réponse, voilà, donc ils doivent se démerder complètement. Fais donc une farce à ces drôles-là. Va acheter un terrain pour 5 ans au père Lachaise, et commande un service de 3e classe à l'église et aux pompes funèbres. Si les gendres et les filles se refusent à te rembourser, tu feras graver sur la tombe Sigy Monsieur Goriot, père de la comtesse de Restaud et de la baronne de Nucingen, enterré aux frais de 2 étudiants. Et c'est ainsi que Bianchon et Rastignac se retrouvent au père Lachaise à la fin, à enterrer le père Goriot. Il n'y a personne à ses funérailles, ils sont que tous les deux avec ceux qui les aident à en fait ensevelir le cercueil et le prêtre. Quand les 2 fossoyeurs eurent jeté quelques pelletées de terre sur la bière pour la cacher, ils se relevèrent, et l'un d'eux, s'adressant à Rastignac, lui demanda leur pourboire. Eugène fouilla dans sa poche et n'y trouva rien. Il fut forcé d'emprunter 20 sous à Christophe. Ce fait, si léger en lui-même, détermina chez Rastignac un accès d'horrible tristesse. Le jour tombait. Un humide crépuscule agaçait les nerfs. Il regarda la tombe et y ensevelit sa dernière larme de jeune homme. Cette larme arrachée par les saintes émotions d'un cœur pur. Une de ces larmes qui,
de la terre où elles tombent, rejaillissent jusque dans les cieux. Rastignac, resté seul, fit quelques pas vers le haut du cimetière et vit Paris, tortueusement couché le long des deux rives de la Seine. Il lança sur cette ruche bourdonnante un regard qui semblait, par avance, en pomper le miel, et dit ces mots grandioses. « À nous deux maintenant !» Et pour premier acte du défi qu'il portait à la société, Rastignac alla dîner chez Madame de Nucingen. Voilà comment se termine la quatrième et dernière partie du Père Goriot, voilà comment s'achève le roman. Et c'est là aussi que le roman, dans son dénouement, atteint un sommet de cruauté, vraiment d'amertume, parce que, après tout, une fin qui aurait pu être morale, une fin qui aurait pu être logique aussi, donner un petit peu d'espoir, c'est que Rastignac se dise « De toute façon, ce monde-là, finalement, ça vaut rien, je ne veux même pas essayer de l'intégrer, ça m'intéresse même plus la vie parisienne, le monde des affaires, tout ça, parce que c'est vraiment que des enfoirés, c'est des connards, je ne veux même pas avoir affaire à ces gens-là. J'ai vu ce que c'était, c'est impitoyable, je préfère encore retourner chez moi à Angoulême, mener une petite vie tranquille et honnête, faire comme Bianchon. » Et malheureusement, eh bien, on le sait, parce qu'on l'a vu dans les romans précédents, on verra dans les suivants, mais eh ben non, Rastignac s'obstine. Rastignac décide que finalement, eh bien, je ne sais pas si c'est sa destinée, il doit l'estimer, mais eh ben, il continue. Va, mon ami. Poursuis la destinée modeste à laquelle tu bornes tes désirs. Moi, je suis en enfer et il faut que j'y reste. Quelque mal que l'on te dise du monde, crois-le. Il n'y a pas de Juvénal qui puisse en peindre l'horreur couverte d'or et de pierreries. Je tente quand même le coup, je veux réussir, je veux me faire ma place dans cette société, je veux à mon tour la rejoindre. Moi aussi, il n'y a pas de raison, je veux ma part du gâteau. Et ça, c'est quand même une fin vraiment qui fait de la peine, parce que on avait quelqu'un de bien et qui, à son tour, en fait, se laisse corrompre, à son tour veut jouer le jeu de la société, à son tour, en fait, veut devenir un homme d'affaires véreux, ne penser qu'à l'argent, etc. Voilà, je vous remercie, je m'arrête là, je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo. Vous serez tenus au courant sur les réseaux sociaux, sur les prochaines sorties, sur ce qui se prépare niveau vidéo. Et puis en attendant, moi, je vous dis voilà, à plus et portez-vous bien. Salut les Happy Few.